Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Merci de votre présence toujours nombreuse et fidèle pour la dernière séance de notre cycle de conférences Alexandre le Grand, les chemins d'un destin historique au gré des lieux, au fil du temps. Au gré des lieux, nous nous sommes approchés au plus près de notre héros lundi dernier grâce à Jean-Yves Empereur, dont la science archéologique nous a permis de le replacer dans sa ville, Alexandrie. Au fil du temps, au contraire, nous semblons nous en éloigner aujourd'hui, puisque le titre même de la conférence qui va vous être proposée nous permettra de suivre la trace durable d'Alexandre jusqu'au seuil de notre histoire contemporaine. Mais nous en éloignons-nous tant que cela, parce que c'est à Alexandrie que Napoléon Bonaparte débarque à la tête de ses troupes le 1er juillet 1798. Cette coïncidence égyptienne, est-ce vraiment une coïncidence, m'avait suggéré le thème que traduit le titre de la conférence de ce soir, Napoléon Ier, ému d'Alexandre, point d'interrogation. Je l'avais d'abord proposé à mon confrère Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques, dont nul n'ignore l'érudition napoléonographique, si j'ose le terme, et que le sujet avait séduit. Il m'a fait savoir il y a quelques semaines que son grand âge ne lui permettait pas de faire face à cet engagement, tout en ajoutant aussitôt « Mais je vous ai trouvé un conférencier bien meilleur que moi ». C'est donc avec autant de reconnaissance que d'impatience que j'accueille ici Éric Anceau, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et spécialiste parmi bien d'autres objets de l'histoire politique de la France du XIXe siècle. Je vous fais grâce d'une bibliographie monumentale qui compte près de 30 ouvrages, dont plusieurs ont été couronnés par des prix de l'Institut de France, notamment son monumental L'Empire libéral de 2017, qui s'est vu décerner le très prestigieux prix Guizot de l'Académie française. Comme le suggère le titre de cet ouvrage, le professeur Anceau est d'abord spécialiste du Second Empire, mais celui-ci ne se comprend que par rapport au premier, et après avoir éclairé Napoléon III par Napoléon Ier, notre conférencier accepte d'effectuer pour nous un bien plus grand saut en arrière dans le temps, en se demandant ce que l'idée napoléonienne d'empire doit à celle d'Alexandre, qu'il en soit vivement remercié. Et je lui passe tout de suite la parole. Merci, cher Jean-Louis Tillette. Monsieur le chancelier de l'Institut qui arrive, mesdames et messieurs, c'est un immense honneur de faire cette conférence devant vous aujourd'hui, et même un triple honneur, serais-je tenté de dire. Un honneur d'abord parce qu'il n'y a quasiment rien de plus prestigieux dans notre pays pour un orateur qu'intervenir à l'Institut. Par les hasards du calendrier, dans 3 jours, jeudi 6 février, a lieu la sortie nationale de mon nouveau livre. Excusez la publicité, l'histoire nationale de la nation française, du mythe des origines à nos jours, et j'y rappelle tout ce que notre nation doit à l'Institut en général et à l'Académie française en particulier. C'est la 5e fois que je prononce une conférence à l'Institut et la 2e dans ce magnifique amphithéâtre Bettencourt, après le colloque du bicentenaire du mémorial de Sainte-Hélène, il y a un peu plus d'1 an, fin novembre 2023, et vous verrez qu'il sera beaucoup question du mémorial dans cette conférence. C'est un honneur aussi parce que je clôt aujourd'hui ce cycle superbe que Jean-Yves Tillette a conçu et vous a proposé sur Alexandre le Grand et que nous allons y parler de Napoléon au miroir d'Alexandre. C'est un honneur enfin parce que je remplace mon maître, le maître incontesté depuis un demi-siècle des études sur Napoléon Ier, qui est aujourd'hui très âgé et très fatigué et qui m'a demandé, un peu au pied levé, de le remplacer. Alors c'est une tâche très difficile et j'en mesure tout le défi. Je vous ai mis sur cette vignette la couverture de l'édition originale de son classique Napoléon ou le mythe du sauveur, publié il y a un demi-siècle. Si je n'ai commis de mon côté qu'une petite biographie sur Napoléon, l'homme qui a changé le monde, et si, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Louis Tillette, je suis surtout un spécialiste du neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, le premier président d'une République française et notre dernier souverain. Lorsqu'on est 19e comme je le suis, Napoléon et son ombre portée ne sont jamais loin.
Il est d'ailleurs extrêmement présent dans l'histoire de la nation française que je citais tout à l'heure. Mais revenons à notre sujet. Avec Napoléon, comme avec Alexandre, nous avons deux des personnalités les plus célèbres, deux des plus grands conquérants de l'histoire qui frappent par la fulgurance de leur carrière, de leur œuvre, accomplie en si peu de temps et la trace qu'ils ont laissée dans l'histoire de l'humanité. Stendhal ouvre son grand roman, La Chartreuse de Parme, 1839, par l'entrée triomphale de Bonaparte dans Milan, après qu'il a franchi l'Adda au péril de sa vie. Et je cite ici Stendhal, « Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient enfin un successeur. » Avant ce chef-d'œuvre de la littérature qu'est La Chartreuse de Parme, Stendhal avait déjà donné une vie de Napoléon en 1817-1818 et un mémoire sur Napoléon en 1836-1837. Et qui écrivait-il pour appâter son lectorat? Je le cite de nouveau. « Nous allons parcourir ensemble la vie de l'homme le plus étonnant qui ait paru depuis Alexandre. » Et tout au long de ces deux ouvrages, il ne cesse de comparer Alexandre et Napoléon. Alors, mesdames et messieurs, il est essentiel de voir si cette comparaison entre les deux géants qu'ont été Alexandre et Napoléon est pertinente, ce que le second doit au premier, et s'il s'en est réellement inspiré. L'universitaire français, fils spirituel de Descartes et dans mon cas de Jean Tullard, aime les plans clairs, simples, pédagogiques. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, disait Boileau. Pour cette comparaison entre Napoléon et Alexandre, je vous propose donc un plan classique en trois parties, en quelque sorte la thèse, l'antithèse, la synthèse. Alors, commençons sans plus tarder par une première partie que j'ai intitulée « Napoléon au miroir d'Alexandre ». Napoléon Bonaparte, mesdames et messieurs, appartient à cette génération d'hommes des Lumières nourris de culture antique et qui cherchent dans cette culture des modèles. On sait combien ces modèles seront mobilisés pendant la Révolution. L'historienne Claude Messé, par ailleurs biographe d'Alexandre le Grand, y a consacré un livre important en 1989. Sans vous accabler de références bibliographiques, j'ajouterai plus spécifiquement sur le rapport de Napoléon à l'Antiquité la thèse de droit de Jean-Charles Lassalle qu'il a consacrée à ce sujet à l'université d'Aix-Marseille en 1982. Si Napoléon Bonaparte n'a jamais, dans ses études, appris le grec, il a beaucoup lu dans sa jeunesse les auteurs grecs en traduction, à commencer par Plutarque, dont les vies parallèles, dans la traduction qu'en donne Dacier en 1778, sont, il faut le savoir, l'un des ouvrages les plus lus par l'élite française au XVIIIe siècle. Son frère aîné, Joseph Bonaparte, raconte que Napoléon se déplaçait quand il le pouvait avec une malle remplie des œuvres de Plutarque, entre autres auteurs grecs. Il y avait beaucoup de Platon dans cette malle. Dans son dernier exil, Bonaparte veut emmener avec lui une immense bibliothèque de 10 000 volumes, mais les Anglais le lui refusent. Il obtient d'en prendre seulement 588, si j'ose dire, mais cet ensemble est complété ensuite par des dons en provenance d'Europe pour un total de 3 442 ouvrages. C'est l'inventaire de la bibliothèque de Sainte-Hélène qui nous le dit. Et parmi eux figurent beaucoup d'auteurs grecs, dont l'histoire des expéditions d'Alexandre d'Arien et l'histoire d'Alexandre le Grand de Quincurse, et naturellement sa fameuse collection de vies de Plutarque qui ne le quittait pas. Le volume de Plutarque qu'il a le plus passionné est celui où l'auteur grec donne les vies parallèles d'Alexandre et de Jules César. Le docteur O'Meara rapporte que Napoléon lui aurait confié à Sainte-Hélène, avec une grande fierté, Paoli. Alors Paoli, c'est la grande figure de la Corse de sa jeunesse. Paoli me donnait souvent de petits coups sur la tête en disant « Vous êtes un des hommes de Plutarque ». Bonaparte, à l'époque, avait 17 ans. Il devinait, ajoute Napoléon, que je serais un jour un homme extraordinaire.
Ce à quoi Lascasse fait écho dans le mémorial de Sainte-Hélène. Napoléon lui relate ainsi qu'à la veille de la Révolution, il croise le grand philosophe l'abbé Raynal, qui lui dit avoir en lui un personnage tout droit sorti de l'œuvre de Plutarque. Et il pense en l'occurrence justement à Alexandre le Grand. Et selon Volney, ce grand écrivain que connaît très bien Jean-Louis Tillette et qui a beaucoup écrit, qui est aussi un philosophe des Lumières, eh bien, lui aussi a été subjugué par le jeune officier qu'il a rencontré en 1792 et dont il va suivre la carrière au début du Directoire. Voilà ce qu'écrit Volney, je le cite, « Il aura bientôt la tête de César sur les épaules d'Alexandre ». La formule est jolie. Le général Clark, qui sert sous les ordres de Bonaparte lors de la première campagne d'Italie dont nous allons reparler tout à l'heure, le compare aussi à l'Alexandre qu'il a lu dans Plutarque. Et pour le grand homme politique britannique, James Fox, en 1800, Napoléon Bonaparte est comparable à Alexandre, mais le surpasse déjà. Vous le voyez, de nombreux contemporains ont fait la comparaison. De fait, Napoléon admire Alexandre et médite son parcours et va s'en inspirer, vous allez le voir, tout au long de sa vie. Il est convaincu que son exemple peut lui être utile pour réaliser des exploits et éviter des erreurs. Les témoignages abondent du grand intérêt qu'il porte, en particulier aux conquérants et aux chefs de guerre. Témoignages dans ses discours, dans les propos qui sont rapportés de lui, dans sa correspondance et aussi, je le disais, à la fin de sa vie, dans le mémorial de Sainte-Hélène, ce monument de 8 volumes et de 3800 pages que Napoléon et Lascasse qui l'accouchent laissent au monde en 1823, 2 ans après la mort du grand homme. Il faut dire que comme le Macédonien Alexandre, qualifié par les Athéniens Platon et Démosthène de demi-barbare, le Corse Bonaparte n'est à l'origine, vous le savez sans doute, pas mieux traité par une élite parisienne, une élite intellectuelle, un petit peu méprisante, c'est le moins que l'on puisse dire, à son égard. Le caractère des 2 hommes présente aussi bien des similitudes. Comme Alexandre, fréquemment en proie à la fureur, nous retrouvons cette trace dans la littérature grecque, Ménos, la fureur en grec, Bonaparte, le méditerranéen, peut être impulsif et colérique. Plusieurs de ses ministres, comme Talleyrand ou de ses subordonnés militaires, l'ont éprouvé. Mais comme Alexandre, Napoléon est également un mélancolique, hanté par l'idée de la mort et du néant. Voilà pourquoi la recherche de la gloire immortelle lui importe tant. Nous y reviendrons. Reprenons le fil de la vie de Napoléon Bonaparte par le début. Il a à peine 25 ans lorsqu'il entre dans l'histoire au siège de Toulon à l'été 1793 et est nommé général de brigade quelques mois plus tard, là où Alexandre a entrepris ses premières campagnes à 21 ans. Il n'a pas de temps à perdre, et cela tombe bien car la Révolution permet des carrières fulgurantes. Il a 27 ans lorsqu'il devient général en chef lors de la campagne d'Italie et 29 ans lors de la campagne d'Égypte. Bonaparte, absolument fasciné par Alexandre, entend à cette occasion mettre ses pas dans ceux du géant. Voilà ce qu'il dit, « Il faut aller en Orient, toutes les gloires viennent de là », il le dit à son camarade d'école Bourrienne. Il entame cette campagne d'Égypte au printemps 1798 avec 36 000 hommes, c'est-à-dire, semble-t-il, autant qu'Alexandre lorsque celui-ci avait attaqué l'Empire perse. Il se présente aux Égyptiens comme leur libérateur face aux Mamelouks, de même qu'Alexandre l'avait fait face aux Perses. Et de fait, il va littéralement fasciner les populations orientales, comme jadis Alexandre. Il se pose même, Napoléon Bonaparte, en protecteur de l'islam, encourage ses soldats à sympathiser, voire à s'unir aux autochtones, comme Alexandre avait encouragé ses propres soldats à le faire pour que les élites sous sa domination fusionnent et ne fassent plus qu'une, et ainsi pour essayer de pérenniser son empire. Ce sont les fameuses noces de Suse, vous avez ici une mosaïque qui les évoque. Vous le savez, les noces de Suse entre 10 000 gréco-macédoniens et des femmes perses et mèdes. Alexandre avait lui-même donné l'exemple en épousant Roxane de Bactriane,
puis Statéra, la propre fille de Darius III, le roi des rois, l'empereur perse. On sait que Bonaparte n'a pas été jusque-là. Au moment de l'expédition d'Égypte, il est marié à Joséphine et est follement épris d'elle. Il faut ici lire la correspondance qu'il échange avec elle et qui a été publiée. Mais en revanche, l'un des seconds du général Bonaparte, le général Menou, épouse bel et bien une musulmane, se convertit lui-même et devient Abdallah Menou. Bonaparte prétend qu'il est lui-même prêt à se faire mahométan, à se convertir à l'islam, comme Alexandre. Si nous faisons un retour sur leur vision de la religion, il est sceptique et opportuniste. Nous venons d'évoquer rapidement les femmes. Il y a beaucoup de points communs dans le rapport d'Alexandre et de Napoléon à celles-ci. Depuis les mariages politiques d'Alexandre avec Roxane et Statéra, et de Napoléon avec l'archiduchesse autrichienne Marie-Louise, après avoir répudié Joséphine en 1810, jusqu'aux liaisons des deux conquérants avec de belles étrangères, soucieuses d'obtenir des avantages pour leur peuple. Je pense à la reine des Asacènes, Cléophis pour Alexandre, et bien évidemment à la polonaise Maria Walewska pour Napoléon, liaison qui, dans un cas comme dans l'autre, donne naissance à des enfants adultérins, prénommés tous les deux Alexandre. Revenons à l'expédition d'Égypte. Bonaparte la conçoit comme l'amorce d'une expédition plus lointaine, devant le conduire jusqu'aux Indes sur les traces d'Alexandre. Il veut créer depuis l'Égypte un florissant empire d'Orient qui, je le cite, par sa main droite s'appuierait aux Indes et par sa gauche à l'Europe. Au moment de prendre pied sur le sol égyptien, en débarquant et dans la ville fondée par le conquérant grec, nous l'évoquions tout à l'heure, Alexandrie, il s'adresse significativement à ses soldats en ces termes. La première ville que nous allons rencontrer a été bâtie par Alexandre. Nous trouverons à chaque pas des souvenirs dignes d'exciter l'émulation des Français. Il sait parler, Napoléon Bonaparte, à ses soldats pour les entraîner, comme le faisait Alexandre lui-même. Il est proche de ses soldats au point, vous le savez, de coucher au bivouac au milieu d'eux et de partager leur pitance, ou au contraire de se priver de nourriture quand ces soldats, ces grognards, n'en ont pas, comme Alexandre, par exemple, avait refusé de boire de l'eau durant la poursuite de Bessos, tant que ces soldats n'en auraient pas bu eux-mêmes. Mais évidemment, mesdames et messieurs, c'est à la guerre et au combat que Napoléon est le plus inspiré par son illustre modèle. Il affirme à Mio de Melito, le secrétaire général du ministère de la Guerre, « La présence du général est indispensable à la tête de ses troupes. Il est à la tête, il est le tout d'une armée. Ce n'est pas l'armée romaine qui a soumis la Gaule, mais César. Ce n'est pas l'armée carthaginoise qui faisait trembler la République aux portes de Rome, mais Hannibal. Ce n'est pas l'armée macédonienne qui a été sur l'Indus, mais Alexandre le Grand. » Comme Alexandre a hérité de l'armée macédonienne forgée par son père Philippe, Napoléon a hérité des armées de la Révolution, aguerries pour certaines d'entre elles par 7 années de guerre et autant de campagnes. Mais cela ne retire absolument rien à sa bravoure, ni à son génie, comme à ceux, d'ailleurs, vous allez le voir, d'Alexandre. Alexandre, vous le savez, et c'est la mosaïque que vous avez là, a payé de sa personne sur un grand nombre de champs de bataille, au Granique en 334, face aux satrapes perses, à Issos l'année suivante, ou encore à Gaugamel en 331, toujours face à Darius, et Napoléon en a fait de même depuis la campagne d'Italie à Lodi et Arcole, c'était l'illustration sur la vignette précédente, jusqu'à la campagne de France qui est perdue, mais qui est, vous le savez, et tous les historiens napoléoniens et tous les historiens militaires le disent, un génie absolu du Napoléon guerrier. Alors, Napoléon n'évoque pas seulement la bravoure dont le chef de guerre doit faire preuve, mais aussi son coup d'œil, sa science de la tactique et de la stratégie, son art de supposer rapidement ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. Et je rends la parole à Lascaz, et donc à Napoléon, dans le mémorial de Sainte-Hélène. Alexandre et Pyrrhus, que Napoléon estime comme les premiers du métier, et ceux que plus tard
il présentera longuement, ont dignement, dit-il, marché sur mes traces. Ils n'ont fait de grandes choses qu'en se conformant aux règles et aux principes naturels de l'art de la guerre, c'est-à-dire par la justesse des combinaisons et le rapport raisonné des moyens avec les conséquences, des efforts avec les obstacles. Alexandre, ajoute Napoléon, fait de la guerre une véritable science. Napoléon vante dans le mémorial sa manière offensive de combattre et, il faut le dire, vous le savez tous, il en a fait de même. Les historiens militaires et les stratèges font d'ailleurs le parallèle entre les deux chefs de guerre. Reprenons quelques éléments. Rapidité des déplacements pendant les campagnes, passage inattendu dans les montagnes en plein hiver, et on pense bien évidemment ici à Bonaparte ou Saint-Bernard, je reviendrai tout à l'heure sur cet épisode, marches et contre-marches, rapidité d'exécution cette fois sur le champ de bataille, diversions et ruses pour prendre l'ennemi par surprise, en particulier quand leurs troupes sont en infériorité numérique, ce qui arrive souvent aux deux génies de la guerre. On pense à Gaugamel que j'évoquais tout à l'heure. Alexandre y combat des Perses qui sont 2 fois plus nombreux que les Grecs et les Macédoniens, ce qui va l'amener, d'ailleurs, je fais un petit aparté, à abandonner sa tactique habituelle du marteau et de l'enclume, c'est-à-dire une attaque frontale et en plein centre par sa cavalerie, et puis un enfoncement avec la phalange. Il avait utilisé cette tactique au Granique ou à Issos. À Gaugamel, il ne peut pas l'utiliser, et il a la science et le génie, je dirais, d'abandonner sa tactique en voyant les forces imposante de l'adversaire et d'adopter une autre tactique. Mais Napoléon le fait cela, il s'adapte quasiment à toutes les batailles. J'évoquais tout à l'heure la géniale campagne de France. Comment ne pas évoquer bien évidemment sa plus belle bataille, Austerlitz avec le mouvement tournant, la capacité phénoménale de profiter des erreurs des adversaires, le pragmatisme, l'adaptabilité en cours de combat. Par ailleurs, comme Alexandre, qui est entouré de ses compagnons, les fameux hétères, des lieutenants absolument exceptionnels, je vous en cite quelques-uns, Perdiccas, Cassandre, Ptolémée, Antigone, Séleucos, Napoléon sait lui-même s'appuyer sur des généraux d'exception, Kléber et Desaix, morts trop tôt, mais aussi Ney, Soult, Lannes, Masséna, Davout, pour ne citer qu'eux, dont il fera ses maréchaux. Cependant, dans l'élan des victoires, Napoléon et Alexandre avant lui ont tendance à s'enfermer dans les certitudes et à ne plus entendre les conseils, y compris de ces fameux généraux. Comme Napoléon dilate son armée pour en faire une grande armée, une armée des 20 nations, au risque de lui faire perdre son unité et d'y provoquer des défections, comme on le verra pendant la campagne de Russie, malgré les conseils de prudence de certains de ses généraux, Alexandre, vous le savez sans doute, avait intégré à sa propre armée 30 000 Perses, suscitant la rébellion d'une partie de ses troupes macédoniennes. Et Napoléon, de son côté, sera lâché par ses maréchaux qui lui feront payer son entêtement en lui arrachant sa première abdication, celle de Fontainebleau, le 6 avril 1814. 7 ans plus tôt, en avril 1807, Napoléon avait demandé à son ministre des Relations extérieures, Champagny, au moment où il signait un traité d'alliance avec les représentants de la Perse, s'il existait une histoire de la Perse en langue persane qui lui aurait permis de savoir la manière dont Alexandre avait réellement agi avec les Perses, car, bien évidemment, Napoléon, féru de l'histoire d'Alexandre, avait lu l'histoire, mais il l'avait lue uniquement dans les auteurs grecs, et il voulait s'assurer que ceux-ci ne travestissaient pas la réalité. C'est absolument inouï. Son identification à Alexandre le conduit d'ailleurs à émettre des doutes sur les récits historiques plus largement. Ainsi, il ne croit pas que le conquérant ait pu être aussi calme que les historiens grecs l'écrivent, ou qu'il ait été capable de dormir sereinement à la veille d'un combat décisif, lui qui reconnaît avoir eu du mal à trouver le sommeil en de telles circonstances, par exemple à la veille de la bataille de Wagram. Que cela soit vrai ou faux, cela m'amène à évoquer les différences
bien réelles, vous allez voir, des différences avérées entre les deux hommes. Et c'est le deuxième point de ma conférence. L'historien, et en particulier quand il est universitaire, se méfie naturellement des comparaisons historiques entre les événements, les faits et les personnalités, qui plus est quand ils appartiennent, comme ici, à des époques distantes de 2 millénaires. L'universitaire opposera aux permanences de la nature humaine et aux similitudes observées la nécessaire contextualisation et la singularité qu'elle induit. Indépendamment même de ces préventions, vous allez le voir, d'importantes différences s'observent entre nos deux héros. Et Napoléon lui-même soulignait en bon connaisseur de l'histoire que la comparaison d'ailleurs avait ses limites. Juste après son sacre en décembre 1804, il confie à ses intimes « Voyez Alexandre, après avoir conquis l'Asie et s'être annoncé au peuple comme le fils de Jupiter », le fils de Jupiter, il aurait dû dire le fils de Zeus, à l'exception de sa mère Olympias, qui savait à quoi s'en tenir, à l'exception du philosophe Aristote, qui, vous le savez, avait été son conseiller. Mais tout l'Orient l'a cru, dit Napoléon. Eh bien moi, si je me déclarais aujourd'hui, au XIXe siècle, fils du Père éternel, fils de Dieu, il n'y a pas une poissarde. Alors, je vous rappelle qui sont les poissardes. Les poissardes, ce sont les femmes de la Halle à Paris. Il n'y a pas une poissarde, donc, qui ne me sifflerait sur mon passage en disant « il dit n'importe quoi ». Différence. Par ailleurs, contrairement à Alexandre, Napoléon n'est pas toujours victorieux, même si l'incendie de Persépolis en 330 peut être considéré comme une erreur, et Alexandre d'ailleurs ne niera pas que ça a été une erreur, et peut être comparé à l'incendie de Moscou de 1812. Mais il y a de grosses différences, vous allez le voir. Lorsque la flotte française est détruite à Aboukir par les Anglais de Nelson, Bonaparte rappelle à ses hommes que ce n'est pas grave et qu'Alexandre avait lui-même renvoyé ses bateaux dans leur port d'origine. Je le cite s'adressant à ses soldats. « Eh bien, nous voilà maintenant dans l'obligation de faire de grandes choses, et nous les ferons, de fonder un grand empire, et nous le fonderons. Des mers dont nous ne sommes pas maîtres nous séparent de la patrie, mais aucune mer ne nous sépare ni de l'Afrique, ni de l'Asie. » Et ceci, bien évidemment, pour entraîner ces soldats vers l'Orient, vers le Grand Orient. Mais en fait, les situations ne sont pas du tout comparables. Bonaparte va, vous le savez, échouer encore en Syrie, au siège de Saint-Jean d'Acre, bien différent du siège victorieux d'Alexandre à Tyr en 332. Il doit rebrousser chemin. Ah, attendez. Je pensais que j'avais été trop loin, mais non. Il doit rebrousser chemin, en fait, et sous le consulat, d'ailleurs, il est obsédé quelque temps par l'idée d'un retour en Égypte pour accomplir ce qu'il n'avait eu le temps, en fait, de terminer, pour parachever cette œuvre, et pour égaler, en fait, Alexandre. Il le dira d'ailleurs à un groupe de généraux à la veille de la bataille d'Austerlitz, je cite Napoléon, « Si je m'étais emparé d'Acre, je prenais le turban, je faisais mon bataillon sacré, comme Alexandre. C'est par des Arabes, des Grecs, des Arméniens que j'eusse achevé la guerre contre les Turcs, au lieu d'une bataille en Moravie. » Austerlitz est en Moravie, aujourd'hui République tchèque. « Je gagnais une bataille d'Issos, je me faisais proclamer empereur d'Orient et je revenais à Paris par Constantinople. » Alors cependant, mesdames et messieurs, cette expédition d'Égypte, malgré son échec final, prend sous la plume des chroniqueurs l'aspect d'une épopée orientale, vous le savez, et fait de Bonaparte l'égal d'Alexandre. Mais ça, c'est une recomposition, bien évidemment, de propagande. Rien ne peut masquer, en revanche, l'échec de la campagne de Russie de 1812, la déroute de la bataille de Leipzig en 1813, et bien évidemment la défaite finale de Waterloo en 1815. En 1827, je vous ai mis son nom sur l'écran, Antoine de Jomini, qui avait été général des armées impériales, puis qui était passé au service de la Russie, imagine le discours post-mortem de Napoléon en 1821, lorsqu'il arrive au tribunal de l'histoire devant César
Alexandre le Grand, Frédéric de Prusse, les seuls, selon Jomini, à être dignes de l'interroger. Et je cite Jomini. « Alexandre, qui des montagnes de la Macédoine a couru jusque dans l'Inde, mais qui a su en revenir victorieux, s'étonne de la retraite de Moscou et cherche à en apprendre les causes. Le perfide Jomini, qui ne supportait plus Napoléon, touche, vous le voyez, l'empereur des Français, là où ça fait mal. En revanche, contrairement à Alexandre, qui est confronté, je le disais tout à l'heure, à des mutineries de ses propres soldats qui aspirent à rentrer en Macédoine en 326 sur les rives de l'Iphase, cette mutinerie, après 7 années de campagne, puis de nouveau une mutinerie sur les rives du Tigre à Opis en 324, Napoléon n'a jamais, de son côté, été confronté à des rébellions de ses propres soldats, y compris dans les pires épreuves que je citais tout à l'heure, exemple la campagne de Russie. Les grognards, les fameux grognards, ont fait preuve d'une abnégation sans bornes et d'une fidélité sans faille. Les plus grandes différences sont, mesdames et messieurs, cependant, d'ordre politique. Contrairement à Alexandre, qui, durant ses 13 années de règne, a été constamment en campagne et est mort avant d'avoir pu laisser une vraie œuvre politique et administrative, alors que, conseillé par le philosophe Aristote, le meilleur était peut-être à venir pour lui, Napoléon, vous le savez, consacre plus de temps à l'État et à l'administration, et l'œuvre qu'il nous a laissée en ce domaine est bien évidemment tout à fait majeure. Ce sont en particulier ces fameuses masses de granit, le Code civil, les institutions dont le Conseil d'État et la Cour des comptes, les lycées, la Légion d'honneur, etc., etc. Dans sa jeunesse et à la suite de ses lectures d'histoire grecque, Napoléon Bonaparte recherchait un modèle de gouvernement pour sa Corse natale dans les cités grecques. Alors, excusez-moi, je me perds un petit peu dans mes notes. Dans les cités grecques de l'âge classique, bien évidemment. Alors, Athènes un petit peu, mais surtout Sparte. Napoléon Bonaparte préférait Sparte à Athènes parce qu'il jugeait Sparte beaucoup plus virile, beaucoup plus militaire que ne l'était bien évidemment la patrie de la démocratie. Et en plus, Sparte est victorieuse lors de la guerre du Péloponnèse. Alors, ça y est, je m'y suis retrouvé. Mais par contre, à aucun moment donné, je l'ai regardé pour préparer cette conférence, il ne cite, c'est fascinant, la Macédoine de l'époque hellénistique. Elle n'est absolument pas un modèle politique pour lui. De même, une fois parvenu au pouvoir, Napoléon, qui est préoccupé d'enraciner et de pérenniser son pouvoir, manifeste cette fois-ci un intérêt particulier pour l'histoire des monarchies qui ont précédé la sienne, mais là encore, je peux vous le certifier, à aucun moment donné, il n'évoque la monarchie macédonienne. Nous ne trouvons absolument aucune référence sur elle, ni dans ses propos, ni dans sa correspondance, ni dans les souvenirs de ceux qui l'ont côtoyé. Autre différence, roi bâtisseur, Alexandre, vous le savez sans doute, a fondé une vingtaine de cités qui portent son nom, et nous avons rappelé tout à l'heure la plus célèbre des Alexandries, Alexandrie d'Égypte. On ne peut en dire autant de Napoléon, même s'il a fait construire Napoléon Vendée, au milieu de ce département qu'il s'agit de surveiller, car il s'est soulevé contre le gouvernement révolutionnaire en 1793. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien en matière urbanistique, bien au contraire, mais son modèle en matière ici de monumentalisme urbanistique, c'est Auguste, l'empereur romain, et absolument pas Alexandre. Il remodèlera Napoléon Paris pour en faire une capitale, dit-il, digne de celle de l'Empire romain. Contrairement à Alexandre, tourné vers l'Orient, nous l'avons dit, Napoléon, contraint et forcé par son échec en Égypte, se tourne, lui, exclusivement vers l'Occident. Comme Alexandre, pour l'Orient, Napoléon cherche à unifier, lui, l'Europe sous son sceptre, y compris, prétend-il, à Sainte-Hélène, en y incluant la Grèce, berceau de la civilisation occidentale, qu'il entend, dit-il toujours, prétend-il toujours, libérer du joug ottoman.
même s'il en a eu peut-être la volonté pendant l'expédition d'Égypte et lors de l'entrevue de Tilsit avec un autre Alexandre, le tsar Alexandre, en juillet 1807, force est de constater qu'il ne l'a pas fait. Il ne s'agit là, assez largement, que d'une réécriture de l'histoire à laquelle, vous l'avez compris, il est coutumier du fait, dans son dernier exil, pour se forger en fait l'image qu'il entend léguer à la postérité. Cette réécriture de l'histoire, mesdames et messieurs, on la retrouve dans toute sa propagande. Et je voudrais terminer cette deuxième partie en vous narrant une anecdote, vous allez voir, que je trouve assez intéressante et assez significative. Et voilà pourquoi j'ai mis, je l'évoquais tout à l'heure, le passage de Bonaparte, du général Bonaparte au Saint-Bernard. C'est ce fameux tableau que vous connaissez tous, Jacques-Louis David. En 1800, au moment où cet immense peintre qu'est Jacques-Louis David, qui après avoir été jacobin pendant la Révolution, s'est rallié bien évidemment, il était vers le pouvoir, au premier consul, Bonaparte, peint donc son Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard, il invite le premier consul Bonaparte à poser pour lui. Et celui-ci répond « À quoi bon ? Je n'ai ni le temps, ni la patience de me plier à cette contrainte. Croyez-vous que les grands hommes de l'Antiquité, dont nous avons les images, aient posé ?» Alors David est un petit peu gêné et il lui répond « Mais je vous peins pour votre siècle, pour des hommes qui vous ont vu et qui vous connaissent. Ils voudront vous trouver ressemblant. » Et là, Bonaparte, je le disais tout à l'heure qu'il était colérique, et c'est un euphémisme, s'emporte littéralement. Ressemblant, vous n'y pensez pas. Ce n'est pas l'exactitude des traits, un petit pois sur le nez qui font la ressemblance. C'est le caractère de la physionomie, ce qui l'anime, qu'il faut peindre. Certainement, Alexandre n'a jamais posé devant Apelle. Alors Apelle, c'est le peintre qui a portraituré Alexandre, mais la toile ne nous est pas parvenue, contrairement à toutes les toiles de David, de Gros et de Gérard qui nous ont été léguées au moment des campagnes napoléoniennes. Et Bonaparte de conclure « Personne ne s'informe si les portraits des grands hommes sont ressemblants. Il suffit que leur génie y vive. » Et cela, mesdames et messieurs, m'amène au dernier point de ma conférence, deux génies au tribunal de l'histoire. À Longwood, alors Longwood, vous savez, c'est la maison de Napoléon, à Sainte-Hélène, donc dans son dernier exil, Napoléon se compare, j'ai commencé à vous le dire, très fréquemment à Alexandre, et il le fait devant tous ses compagnons de captivité. Tantôt il le fait, comme je l'ai dit dans ma première partie, pour souligner des similitudes, mais tantôt également pour marquer sa supériorité sur le conquérant macédonien, toujours pour laisser, vous en doutez, une image grandiose de lui-même, Napoléon, à la postérité. Il envisage même à ce moment-là d'écrire, tenez-vous bien, une histoire d'Alexandre et va dicter des notes à ce sujet à Montholon. En quelque sorte, si j'ose cet élément, une nouvelle version, mais cette fois-ci autobiographique, des vies parallèles de Plutarque. Simplement, Alexandre aurait servi de faire valoir à Napoléon. Et toujours devant Montholon, il ajoute regretter de finir ses jours comme prisonnier en exil et de ne pas être mort au champ d'honneur. Tuer à la Moscova, c'était finir comme Alexandre. Mais au moins, cet exil, l'exil de Sainte-Hélène, lui permet-il de se forger une légende. Comme Chateaubriand l'écrit dans ses Mémoires d'outre-tombe, juste après, je tiens à vous le préciser, qu'il ait lu le mémorial de Sainte-Hélène. Vous savez que l'œuvre de Chateaubriand, qui sera publiée comme son nom l'indique, c'est pas lui qui a trouvé le titre, post-mortem, en fait est un travail qu'il a mené au long cours pendant une 60aine d'années. Et donc il lit le mémorial de Sainte-Hélène et après il rédige le passage que je vais vous donner là. Et Chateaubriand est insoupçonnable de complaisance,
c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de l'empereur des Français. Pour revenir à l'Institut, vous savez que Chateaubriand avait été fort mécontent que Chateaubriand y soit élu et qu'il avait refusé la présentation. Alors voilà ce qu'écrit Chateaubriand. « Bonaparte n'est plus le vrai Bonaparte. C'est une figure légendaire, composée des lubies du poète, des devis du soldat et des contes du peuple. » Alors, contes, C-O-N-T-E-S, bien sûr. « C'est le Charlemagne et l'Alexandre des épopées que nous voyons aujourd'hui. Ce héros fantastique restera le personnage réel. » Donc, peu importe la réalité, ce qui compte, c'est ce qu'en a fait, l'image que s'est forgée Napoléon. Et devant Lascaz, Napoléon dresse un portrait particulièrement louangeur d'Alexandre. Mais vous vous doutez, derrière ce portrait, c'est naturellement le sien qu'il brosse. Alexandre, à peine au sortir de l'enfance, conquiert avec une poignée de monde une partie du globe. Mais est-ce de sa part une simple irruption, une façon de déluge? Non. Tout est calculé avec profondeur. Tout est exécuté avec audace. Tout est conduit avec sagesse. Alexandre se montre à la fois grand guerrier, grand politique, grand législateur. Et c'est naturellement un portrait de lui-même qu'il brosse ici. Cependant, il arrive à Napoléon de moquer la démesure, voire la folie d'Alexandre. Par exemple, dans son rapport aux animaux, et ce sont les illustrations que je vous ai mis là. On sait l'amour porté par le conquérant macédonien à son fameux cheval Bucéphale, qu'il était parvenu, nous dit-on, à dompter à 10 ans et qui va l'accompagner tout au long de ses conquêtes et auquel il dédiera, après la mort de l'animal, en 326, une cité appelée Bucéphalie. Mais on sait aussi l'amour porté par, c'est peut-être un peu moins connu, l'amour porté par Alexandre à son chien Péritas, un molosse, nous dit la littérature grecque, d'une taille extraordinaire et auquel, tenez-vous bien, il a dédié une autre cité. Il a donné le nom de l'une de ses créations de cité à son chien Péritas lorsque celui-ci est mort également en 326. Alors, rien de tel chez Napoléon et un peu de moquerie même à l'égard d'Alexandre. Napoléon, lui, qui a épuisé 130 chevaux dans ses camps, je dis bien 130 chevaux, même son favori que vous avez là en bas, son fameux vizir qu'il montait à la bataille d'Iéna en 1606 et à la bataille d'Eylau en 1807, n'a droit qu'à une naturalisation. Vous avez ici la restauration de l'animal naturalisé. Quant aux chiens, n'en parlons même pas, et soyons très clairs, Napoléon ne les aime pas. Il garde en effet un très mauvais souvenir de Fortuné, qui était Fortuné, le carlin de Joséphine qui le détestait, le jalousait dans l'amour de sa maîtresse et lui mordait les mollets à chaque fois qu'il arrivait à la malmaison. Il se dit, trêve de plaisanterie, il se dit surtout plus méritant qu'Alexandre. Alexandre, en effet, je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous le savez, vous l'avez vu dans les 7 conférences qui m'ont précédé, était fils de roi et roi lui-même. Il a donc pu, en quelque sorte, avec nos regards modernes de démocrates, pu faire fructifier un capital. C'était un héritier. Alors que lui, Napoléon Bonaparte, n'est qu'un parvenu, et il s'en vante, un fils de ses œuvres. Et il a ce passage dans le mémorial de Sainte-Hélène. « J'étais totalement inconnu de mon peuple avant de le frapper par mon talent et par mes exploits lors de la campagne d'Italie. Je me suis construit moi-même. » Différence avec Alexandre. Et puis, là encore, je reviens à la petite histoire, mais vous savez, c'est parfois par la petite histoire qu'on atteint la grande. J'évoquais les animaux, je suis petit moi-même, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter ce que disait Napoléon Bonaparte de la taille d'Alexandre. Il prétend en effet être plus grand que lui par la taille, de façon assez mesquine. Bon, il faut dire que Napoléon a toujours été complexé par sa taille, alors qu'il n'était pas petit au regard des hommes de son temps. Il mesurait 1,68 m,
ce qui le plaçait même dans la moyenne un petit peu haute de la totalité de la population française, l'élite étant, vous le savez, en raison d'une meilleure nourriture, un peu plus grande que ne l'était le peuple. Et voilà ce qu'il déclare à ses maréchaux. Écoutez bien, je trouve ça un peu mesquin. « Alexandre le Grand, 5 pieds exactement, n'est-ce pas incroyable? Alexandre dont l'empire s'étendait jusqu'à l'Inde, 1 pouce de moins que moi. » Bon, cependant, Alexandre semble bel et bien avoir été plus grand selon plusieurs sources, dont Plutarque, justement. Alors plus sérieusement, Napoléon revient encore à Alexandre, à la Grèce et à l'Empire romain dans un parallèle qu'il fait avec son sort et celui de la France dans l'Europe du Congrès de Vienne, donc dans l'Europe de 1815. Les Romains, dit-il, ont fini par se soumettre à la Grèce par la force de leurs armes, mais ils ont été subjugués insensiblement par l'influence irrésistible de l'esprit, des arts et des sciences des vaincus, donc des Grecs. Et bien évidemment, en disant ceci, il pense à lui-même, aux principes français nés de la Révolution et que lui-même a étendus à toute l'Europe et qui achèveront de s'imposer au XIXe siècle par-delà la défaite finale de Waterloo, le Congrès de Vienne et sa propre mort. Cependant, très lucide, Napoléon sait bien qu'il faut aussi beaucoup de chance au grand homme pour accomplir sa destinée. Alexandre, vous le savez sans doute, comme lui, ont échappé à la mort à de multiples reprises sur les champs de bataille ou dans des attentats. Et s'ils ont succombé très probablement l'un et l'autre à la maladie, on a prétendu qu'ils avaient été l'un et l'autre. C'est aussi un petit parallèle qu'on peut faire empoisonnés. Vous disais-je, c'est une rumeur assez persistante d'ailleurs, qu'a détruit mon maître Jean Tullard. Plus sérieusement, la rumeur de la mort d'Alexandre en Inde en 326 a provoqué la défection des mercenaires grecs de Bactriane et des rébellions dans toute une partie des conquêtes qu'il avait faites, en particulier en Médie, comme la fausse nouvelle de la mort de Napoléon lors de la campagne de Russie en 1812 amènera le général Mallet à chercher à le renverser à Paris. Pour Alexandre, comme pour Napoléon, ce seront 2 échecs de ses adversaires. Il y a en effet, et je vais conclure avec ça, chez Napoléon, le sens d'une continuité historique qu'Alexandre partageait, mais faisait quant à lui remonter beaucoup plus haut, qu'il faisait remonter à la mythologie. Lorsqu'Alexandre débarqua en Asie, près de l'emplacement supposé de Troie, Ilion pour les Grecs, son premier geste fut de venir déposer une couronne sur le tombeau d'Achille. Ce pèlerinage à Troie annonce de façon assez fascinante celui que Napoléon a accompli à Aix-la-Chapelle en septembre 1804 pour rendre hommage à Charlemagne et voir sans doute alors s'il ne pouvait pas s'y faire sacrer empereur. Le sens de la continuité historique. Alors, pour conclure, mesdames et messieurs, justement, on ne se refait pas. Je suis spécialiste du Second Empire et je voulais caser quelque part mon cher Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III. Et il me donne une conclusion toute trouvée. Donc, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le neveu de Napoléon. Et dans un ouvrage qu'il a publié en 1839 et qui s'appelle « Des idées napoléoniennes », il souligne, je le cite, « La route suivie par la civilisation est marquée par les grands hommes qui en sont comme les bornes miliaires, chacun à un degré supérieur qui nous rapproche du but, et l'on va d'Alexandre à César, de César à Constantin, de Constantin à Charlemagne, de Charlemagne à Napoléon. Parti d'Alexandre, il aboutit à son oncle Napoléon, mais Napoléon n'est dans son esprit que la dernière en date des bornes miliaires, et il y en aura d'autres après. Il appartient en effet
pense Louis-Napoléon Bonaparte, il pense aussi un peu à lui, il faut dire, aux grands hommes de mener la civilisation encore plus loin sur la route du progrès. Je vous remercie. Alors, je crois qu'il y a des micros. Je suis bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. Oh, je vous ai assommé littéralement. Vous êtes intimidé ? Oh. Oui, merci beaucoup. Vous avez été si lumineux que, effectivement, vous avez fait de... Je dois vous dire d'ailleurs que lorsque, en préparant, en concevant le programme de ce cycle de conférences l'été dernier, j'avais lancé un peu comme une bouteille à la mer cette question d'un éventuel rapport entre Napoléon et Alexandre. Je ne pensais pas que la moisson serait aussi riche, et donc vous êtes très reconnaissant de l'avoir mise en évidence. Alors, quand vous avez tout dit, la question que je pose est un petit peu hors sujet quand même. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avant la conférence. Vous avez montré tout ce que Napoléon devait à Alexandre, mais il a un autre modèle qui est celui que Plutarque met en parallèle avec Alexandre, à savoir César. Est-ce que on peut dire en quelques mots la différence du rapport entre Alexandre et Napoléon et entre César et Napoléon? Oui, alors, il trouve que Jules César est beaucoup plus complet qu'Alexandre, pour des raisons qui échappent bien évidemment à Alexandre. Il a été pris par ses conquêtes, et 13 ans de conquêtes à travers l'Orient. César a pu légiférer. Il a été aussi, vous le savez, chef de guerre, puisque la guerre des Gaules, la conquête de la Gaule, et justement et précisément, la Gaule nous ramène, si j'ose dire, à la France. Donc il y a tous ces éléments qui font une proximité peut-être plus grande dans l'esprit de Napoléon avec Jules César. Ajoutez-y bien évidemment le passage du Rubicon par Jules César et le fameux coup d'État du 18 et du 19 Brumaire en 8, 9 et 10 novembre 1799 par Bonaparte. Donc le parallèle ici est assez fascinant. Je m'empresse d'ajouter, décidément je ne peux pas me passer de parler de Napoléon III, que le neveu, lui, publiera carrément une vie de Jules César. Donc pour lui, le parallèle est encore plus grand. Voilà, si vous voulez, c'est la complétude, je dirais, de Jules César qui a fasciné davantage Napoléon qu'Alexandre. Mais encore une fois, le chef de guerre, comment ne pas vénérer Alexandre quand on est soi-même un chef de guerre de génie? La glace étant rompue, oui, je crois qu'il y a une question là-bas. Catherine. Oui, mais alors, je ne sais pas. Merci infiniment, monsieur, pour ce banquet platonique. J'ai une question en matière de représentation dans l'art. Notamment, récemment, j'ai remarqué, avec la sortie du dernier film de Ridley Scott autour de Napoléon, en réaction en France, j'ai remarqué qu'il y a la projection de Abel Gans qui a eu lieu comme une meilleure représentation de Napoléon. Comment vous avez trouvé dans votre recherche la représentation parmi les artistes dans de divers siècles, à la fois de Alexandre le Grand et aussi de Napoléon un peu plus tard, en matière de telles figures? Comment vous avez trouvé que les artistes essaient de représenter ces figures? Merci. Merci beaucoup. Alors, bien, Alexandre le Grand est bien évidemment magnifié par les artistes qui viennent après. Nous n'avons pas, comme je le disais,
les fameuses peintures qui ont toutes disparu. Nous avons les sculptures, donc c'est ce jeune homme, vous le voyez, à la face absolument inouïe. On s'imagine bien évidemment ici une sculpture de la Renaissance, un personnage de la Renaissance quand on regarde justement Alexandre le Grand. Il y a une petite transformation de la réalité, parce que vous le savez peut-être, on vous l'a peut-être dit dans les conférences qui précèdent, Alexandre souffrait d'une malformation. Il avait la tête qui penchait d'un côté, sans doute en raison d'un problème au niveau d'un des nerfs du cou. Et donc, ça, bien évidemment, n'est pas représenté par les artistes. On le sait par la littérature. Alors, pour Napoléon, les choses sont un petit peu différentes. Je peux remettre son portrait par David, et même si Napoléon Bonaparte était mécontent de David, qui voulait le faire poser, je pense que quand il a vu le résultat final, il a été très très content. Et de fait, aujourd'hui, cette œuvre est mondialement célèbre. Vous savez qu'il y a 4 tableaux et pas un seul. David avait un petit peu le génie, donc il y a 4 tableaux. On ne sait pas lequel véritablement est celui de David. Nous en avons un au Louvre, en particulier exposé au Louvre d'Abu Dhabi d'ailleurs. Ce qui diffère dans les 4, alors le dessin est exactement le même, vous le savez peut-être, c'est la couleur en fait du drap de la toge, plus rouge sur certains tableaux, orangé dans l'autre. Par contre, Napoléon, et en particulier à la fin de sa vie, n'est pas magnifié, glorifié par les artistes. Je n'ai pas eu le temps de le commenter, mais je l'ai présenté, alors attendez, c'est avant, sur une autre vignette. Voilà, le Napoléon de la bataille d'Eylau, ou le Napoléon de la campagne de Russie. C'est un Napoléon un petit peu avachi sur son cheval. Et puis vous avez en tête sans doute le tableau de Delaroche. Au moment de l'abdication de Fontainebleau, on voit là un Napoléon complètement effondré sur sa chaise qui vient de signer cette abdication. Donc là, je dirais, on ne maîtrise plus complètement la propagande. Bon, ce sont des toiles, il est vrai, qui ont été faites après que Napoléon soit au pouvoir, sous un autre régime. Donc ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte. Alors je craignais, quand vous avez pris la parole, que vous me demandiez mon avis. Alors le Napoléon d'Abel Gance fait l'unanimité, il n'y a pas de problème. Mais sur l'autre, celui de Ridley Scott, je m'abstiendrai. Merci pour votre passionnante intervention. Alors, je rebondis sur Napoléon III, le neveu, et qui disait que finalement la civilisation et le progrès suivaient les grands hommes, et il recitait, et il reparlait d'Alexandre, il reparlait, je crois, de Charlemagne, ensuite de Napoléon. Croyez-vous que dans le futur, on puisse avoir encore de grands hommes qui resteront dans l'histoire comme ceux-là? Bon, je suis tenu à un certain devoir de réserve, en particulier dans ce lieu extrêmement prestigieux. Alors je vais faire quand même une petite pirouette, et je pense que le chancelier ne m'en voudra pas et sera même peut-être content. Vous savez peut-être qu'en 2006, Antenne 2, France 2 aujourd'hui, l'Express et Europe 1 avaient demandé, c'était très à la mode dans le monde, aux Français quels étaient leurs 100 plus grands compatriotes de tous les temps. Alors malheureusement dans le classement, on ne trouvait pas Napoléon III. Bon, Napoléon était 14e, ce qui n'est pas mal, moi je l'aurais placé peut-être un tout petit peu plus haut. Bon, on trouve des personnages de l'actualité, des médias, on va dire, du Star System, qui ont disparu aujourd'hui. On trouvait aussi l'abbé Pierre, donc là je passe vite. Mais au premier rang, bien évidemment, on y trouvait un personnage incontestable, incontournable, et aujourd'hui, tous les partis politiques lui font une statue, le général de Gaulle. Donc peut-être de Gaulle, effectivement. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous remercie encore. Avant de clore tout à fait cette séance, je tiens vraiment de tout cœur à remercier le public qui a été extrêmement fidèle à l'ensemble de ce cycle de conférences. Et j'espère que
cette vision extrêmement éclatée, les multiples facettes de la personnalité et de l'histoire d'Alexandre qui vous ont été révélées au fil de ces mois, vous ont séduit et vous ont donné envie peut-être d'en savoir encore plus. On aurait pu, je crois, faire un deuxième cycle de conférences sur ce thème-là, et il y avait encore beaucoup à dire. Merci en tout cas infiniment de votre présence.